Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversation Secrète, le podcast. Pour cette émission, nous avons rendez-vous avec un chef-d'œuvre et nous profitons de la récente mise en avant de son réalisateur à la Cinémathèque de Paris pour ensemble le décrypter. Aujourd'hui donc, place à l'amour et à la mort, place au feu et à la glace, place à un film de Douglas Sirk, le bien nommé Le temps d'aimer et le temps de mourir. Pour partager avec moi peines et joies, mon compagnon de route favori est à mes côtés. Hello Ismaël, comment vas-tu ? Très bien, et toi Yann ? Ça va très bien, je te remercie. I try to have courage, but suddenly You have courage enough. I don't. I only pretend to have. That's what we all do. Un amour sans nuages serait comme un poème mal écrit, déclarait Douglas Sirk lors de ses échanges avec John Hallyday. Dans le film qui nous intéresse aujourd'hui, les nuages font pleuvoir les bombes sur un Berlin en déroute et viennent s'immiscer dans l'idylle naissante entre Ernst Kruse, soldat revenant du front russe pour une courte permission, et Elisabeth Gräber, jeune Allemande qui aura vu son père emmené par les nazis quelques jours auparavant. Aussi réaliste que poétique, l'avant-dernier long-métrage de Douglas Sirk se veut aussi autobiographique. En préambule à notre analyse, Ismaël, je crois que tu as eu la chance de converser avec Bernard Eisenschitz. Tout à fait, j'ai eu cette chance. Bernard Eisenschitz, je vais le présenter en 2 mots, est un grand cinéphile historique de la cinéphilie française, qui est un spécialiste du cinéma soviétique, mais du cinéma allemand également. Il a écrit un très beau Fritz Lang au travail. Il a écrit aussi dans de nombreuses revues, mais il a contribué aussi à la restauration de La Talente de Jean Vigo. Et il connaît très bien le cinéma hollywoodien de la grande époque, disons. Là, il fait paraître aux éditions de l'Œil un livre magnifique que je conseille à tous les cinéphiles, intitulé Douglas Sirk, né Detlef Sierck. Ce livre revient sur toute la carrière de Douglas Sirk, et s'attarde notamment sur la première partie de sa carrière en Allemagne, où il a commencé comme metteur en scène de théâtre. Il fait partie de ces metteurs en scène qui ont beaucoup appris de leur expérience théâtrale, comme Otto Preminger, ou bien sûr Bergman, mais il vient dans le courant des années 30 à la réalisation de cinéma, en intégrant les fameux studios de la UFA, où il adapte d'abord des romans célèbres, puis commence un travail plus original, notamment avec la 9e symphonie, qui est un film merveilleux de 1936, jusqu'à le grand succès qui est Parramatta, Bagne de femmes, avec Zarah Leander, qui sera choisi par le régime nazi pour remplacer, entre guillemets, Marlène Dietrich, dans le cœur des Allemands. Zarah Leander, dont il est question d'ailleurs dans La Maman et la Putain, à un moment. Je le dis parce que on voit apparaître Bernard Eisenschitz dans La Maman et la Putain. C'était un ami de Jean Eustache, de Jacques Rivette. Zarah Leander que Douglas Sirk découvre dans Parramatta, Bagne de femmes, et qu'il fera rejouer dans son dernier film allemand en 1937, La Habanera. Ensuite, il s'exile à Hollywood, et là commence sa longue carrière américaine, où il signera quelques-uns, on le sait, des plus beaux mélodrames d'Hollywood, donc il y aura Tout ce que le ciel permet, Mirage de la vie. Mais je reviens brièvement sur ce très très beau livre de Bernard Eisenschitz, qui a été publié, donc comme je le disais, aux éditions de l'Œil, et qui est le fruit d'un travail de recherche de plusieurs années. Tu disais que le film que la rétrospective Sirk était actuellement à la Cinémathèque française. Elle le fut. Il y a eu une rétrospective à Locarno cet été, en Suisse, et c'est justement en Suisse
que Douglas Sirk est décédé et que ses archives sont restées en dépôt. Et c'est en Suisse que Bernard Janschist a travaillé longuement sur les archives de Douglas Sirk pour écrire ce livre magnifique. Et enfin, il y a la beauté des textes de Bernard Janschist, leur précision surtout, d'historien, mais il y a un choix iconographique qui est magnifique. Chaque choix de photo parle presque autant que le texte, en regard du texte. Ça en fait un vrai livre de cinéma. Je me souviens quand Godard a sorti Histoire du cinéma, ses films, c'est en 3 parties Histoire du cinéma, il a également sorti des livres chez Gallimard. Et il y avait le texte et en regard des images, un choix d'images. Et le choix des images était très très fort également. C'est le cas pour ce livre de Douglas Sirk, et notamment la partie iconographique consacrée au film dont on va parler, Le temps d'aimer, le temps de mourir, est merveilleuse. Après avoir lu la notule de Bernard Janschist, on regarde ces photos et c'est comme un supplément d'âme, un approfondissement critique rien qu'avec le choix de ces images. Donc je vous encourage à lire ce livre magnifique. Il est temps, Ismaël, je crois, de rejoindre Bernard Eisenschitz. On se retrouve ensuite sur Conversation secrète pour analyser ensemble Le temps d'aimer et Le temps de mourir. Bonjour Monsieur Bernard Eisenschitz. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous avoir à mes côtés aujourd'hui à la faveur de la sortie, de la parution d'un très beau livre que vous venez de faire paraître aux éditions de l'Œil et qui s'intitule Douglas Sirk né Detlef Sierck. C'est un beau livre magnifique qui revient notamment sur la première partie de la carrière de Douglas Sirk, je vais l'appeler de son nom américain, si vous voulez bien, qui reprend, disons, tout le travail qu'il a mené en tant que metteur en scène de théâtre à Leipzig, à Brême, puis à Berlin. Bon, ça me paraissait important quand j'ai commencé la recherche sur les archives de Douglas Sirk, qui sont en Suisse, là où il a vécu et où il est mort. Quand j'ai commencé à fouiller dans ces archives, j'ai été frappé par l'importance l'importance du matériau qui était là, qui concernait le théâtre, et visiblement par l'importance qu'il fallait accorder à son travail théâtral. Travail évidemment dont nous n'avons que des traces indirectes. À la différence du cinéma, le théâtre disparaît, mais entre les critiques, entre les croquis, les esquisses et les projets des décorateurs, entre les souvenirs, entre les pièces elles-mêmes, le choix des pièces, il y avait vraiment quelque chose il y avait un parcours qui se dessinait, qui me paraissait important et qui me paraissait déboucher assez logiquement sur le cinéma. Car vous dessinez le portrait d'un Douglas Sirk, un homme très cultivé, très littéraire, et aussi attentif au mouvement pictural, donc un intellectuel presque. Fils d'instituteur, devenu directeur d'école et journaliste, ayant la culture du début du XXe siècle, la culture allemande classique du début du XXe siècle, ce qui veut dire évidemment qu'il avait beaucoup lu, qu'à partir du moment où il a commencé à se passionner pour le théâtre, il s'est trouvé dans une sorte de boulimie de textes, boulimie aussi de textes de théâtre, de curiosité, et quand il est arrivé au cinéma par une sorte d'accident de l'histoire. C'était déjà un artiste qui était arrivé à accomplir quelque chose. Le cinéma a été un débouché, un nouveau départ, mais c'était très très important qu'il arrive avec ce bagage-là.
vous proposez une hypothèse qui est assez belle, je trouve, que finalement, dès qu'il commence le cinéma, Douglas Sirk est déjà américain dans sa façon de mettre en scène. Enfin, je simplifie un peu, mais il y a cette idée chez vous que sa façon de mettre en scène reprend déjà une façon plus américaine que la façon de faire à l'époque des comédies à l'allemande et les productions allemandes de la UFA contemporaine. Oui, il y a chez les, il y a chez les Européens et chez la plupart des Occidentaux une admiration et une envie de l'Amérique, passion pour toutes les choses américaines, pour l'Ouest américain, pour cette histoire très très courte, pour ce pays presque sans histoire, mais ce qu'il a d'histoire est très intense, et une passion pour le cinéma américain. On peut voir dans presque tous les cinémas nationaux, que ce soit le français, que ce soit le russe ou le soviétique, on voit cette envie d'atteindre et de surpasser le niveau du cinéma américain par ses moyens propres, par les moyens du cinéma américain et aussi par les moyens de la culture du pays même. C'est ce qu'on voit dans plusieurs des 7 premiers films, des 7 films allemands de Douglas Sirk qui est encore Detlef Sierck. Très bien. Alors, je voulais aussi vous amener sur la période hollywoodienne, et notamment, mais sans quitter forcément trop l'Allemagne, en parlant avec vous d'un de ses plus grands films et d'un de ses films les plus aimés, qui s'intitule Le temps d'aimer et le temps de vivre, excusez-moi, lapsus, qui s'intitule Le temps d'aimer et le temps de mourir. Qui est un film qui date de 1958, je crois. Oui, le lapsus est facile parce que Le temps d'aimer et le temps de mourir, c'est le titre du film, mais le roman s'appelait Le temps de vivre et le temps de mourir, et d'ailleurs en français il a été traduit par Michel Tournier sous le titre L'île d'Espérance, qui est encore une toute autre affaire, on n'est plus du tout dans l'Ecclésiaste. Bon, le temps de vivre et le temps d'aimer et le temps de mourir, on n'en sortira pas. C'est un film c'est l'avant-dernier film de Douglas Sirk. Donc, c'est un film qu'il a choisi, c'est un film qu'il a fait en collaboration et en amitié avec l'auteur du roman, Erich Maria Remarque. Et c'est un film auquel il tenait beaucoup, des raisons contradictoires, intéressantes, qui sont de toute façon son attachement un peu horrifié à l'Allemagne, ce besoin de faire le point et sur l'Allemagne et sur l'horreur qu'il avait vécue, dont il avait vécu les débuts, sur son envie malgré tout de retrouver son pays, et par ailleurs sur un incident, sur un facteur biographique ou autobiographique dont il n'a pas voulu parler tout de suite, dont il a parlé à condition que ça ne soit révélé qu'à sa mort, donc dont il faudra peut-être parler, mais plus tard. Alors, ce film, je me dois d'en parler puisque Jean-Luc Godard nous a quittés il y a quelques jours maintenant, a été l'occasion en 1959 pour Jean-Luc Godard d'écrire un de ses plus beaux textes critiques. Vous en parlez d'ailleurs, vous l'évoquez rapidement dans votre livre. Dans ce texte, Jean-Luc Godard évoque sa compatriote Liselotte Pulver, qui était suisse, et aussi John Gavin. Et je voudrais que vous me parliez du casting, bien sûr, qui est international, qui est assez mélangé, étrange, et aussi de la production de ce film, qui est très impressionnante, parce que moi, en tant que spectateur, en le revoyant, ce qui m'a étonné, c'est ce caractère très réaliste du Berlin d'après-guerre, avec ces scènes de destruction qui sont très fortes. Donc, parlez-nous à la fois du casting et puis aussi de l'aventure de production qu'a été la réalisation de ce film. Alors, je crois que le film reflète dans sa distribution certainement et dans son récit aussi le rapport difficile qu'a Sirk, le rapport scindé de Sirk avec l'Allemagne, comme je viens de le dire, c'est-à-dire cette Allemagne d'où il vient, dans laquelle il a vécu jusque quand même à 40 ans, vécu, travaillé, créé jusqu'à 40 ans, et cette Allemagne qu'il a chassée, qu'il a dû quitter pour une raison de vie ou de mort, pour la survie de sa femme,
où il a laissé son fils qui est mort. Tout ça se mélange et la question qui se pose pour lui, maintenant non seulement en tant qu'individu, mais en tant que metteur en scène, c'est comment exprimer ça dans un film destiné avant tout à un public américain. Donc ce qui est frappant quand on voit cette distribution, c'est qu'il montre ces soldats allemands sous un physique parfaitement américain. Physique, gestuel, manière de parler, tout est américain, et c'est évidemment parfaitement délibéré. Dans ces 39 autres films, on voit que chaque fois, il mesure exactement ce qu'il veut dire, si les étrangers vont parler avec un accent, si au contraire ils ne parleront pas avec un accent. Il a fait un western qui est vu du point de vue des Indiens. Au lieu de prendre des latinos américains, etc., il a choisi des acteurs classiques du cinéma hollywoodien, tout à fait yankee, pour montrer le point de vue des Indiens. Là, il se passe un petit peu quelque chose du même ordre. Le western en question s'appelait Taza, fils de Cochise. Ici, voilà, avec Rock Hudson. Ici, c'est la même chose, c'est-à-dire que sa chambrée de militaires, quand ils sont de militaires en permission du front, est composée d'acteurs complètement américains. Il y a, évidemment, John Gavin. John Gavin est américain, mais il est américain brun. C'est pas un américain d'origine scandinave comme l'était Douglas Sirk. C'est un américain. Je crois qu'il a un père ou une mère mexicain ou mexicaine. Donc il est très brun. Personne ne le prendrait jamais pour un Allemand. Il y a aussi Keenan Wynn, qui est le fils d'un comique célèbre qui la même année jouait dans un film de Jerry Lewis, qui jouait la bonne fée dans l'adaptation de Cendrillon par Jerry Lewis. Donc Keenan Wynn était d'abord un grand acteur du cinéma américain, mais surtout un acteur comique ou portant avec lui une grande charge d'humour et aussi cette histoire de la représentation américaine, de l'auto-représentation américaine, le musical, la comédie, etc. Donc Wynn arrive avec cet humour qu'il a d'ailleurs dans le film. Il y a toute la scène où il prépare le costume de John Gavin qui va pour la première fois aller dîner dans un grand restaurant, etc. C'est du Keenan Wynn pur. C'est très très caractéristique. C'est pas le genre de scène qu'on verrait dans un film allemand. Dans les films allemands, il y a des histoires de mode, d'habillage, etc. Dans Lubitsch, avant son départ pour les États-Unis, par exemple. Mais c'est pas du tout la même chose. Il a Don DeFore qui joue souvent les Américains dans les films de Sirk. Il a qui d'autre encore. Et en revanche, il y a des Allemands dans les Allemands qui sont dans les ruines. Les personnages qu'il rencontre dans les ruines sont eux des Allemands, d'ailleurs dont un qui vient d'un film qui s'appelle La 9e Symphonie qu'il avait fait en 1936, des choses comme ça. Donc il y a cette modulation des personnages et de la figuration de l'Allemagne. Et il y a également des acteurs, alors évidemment Liselotte Pulver est suisse-allemande, c'est une Suissesse mais allemande, et il y a des acteurs qui ont joué sous le Troisième Reich, qui ont d'ailleurs été légèrement compromis à l'époque, qui ont des rôles importants, à savoir Kurt Meisel, que Sirk avait fait débuter dans la 9e symphonie, encore une fois, qui a eu une conduite inutile de commenter pendant le Troisième Reich. Dorothea Wick, connue surtout pour avoir joué la maîtresse dans Jeune fille en uniforme. Ce sont des gens qu'il prend parce que ce sont des acteurs allemands. Il ne les prend pas ce ne sont pas des jugements, des jugements moraux ou des jugements sur leur attitude politique. C'est assez important aussi que la différence soit faite là. D'ailleurs, Meisel va beaucoup l'aider à refaire du théâtre quand il reviendra en Allemagne. Donc voilà, cette modulation. Par ailleurs, d'autres acteurs allemands, en particulier, il y en a un qui est devenu extrêmement connu après, qui avait déjà beaucoup de films derrière lui, qui est Klaus Kinski, qui a un petit rôle mais assez marquant aussi. Donc la distribution est une distribution très très choisie. La langue est l'anglais américain. Quand les acteurs ont
quand les acteurs ne sont pas doublés comme Dorothea Vick ou Kurt Meisel, ils ont un léger accent allemand. Pour le reste, ils sont doublés et très très délibérément doublés. Sirk écrit d'ailleurs à Liselotte Pulver qu'il a eu un mal de chien à doubler toutes les phrases. Apparemment, il y a même des choses qui ont dû être doublées. Certains acteurs qui ont dû parler en allemand et être doublés ensuite en anglais, comme Dieter Borsche qui joue le capitaine désabusé de la troupe, des choses comme ça. Donc là-dessus, il y a vraiment un travail de dentelle presque sur l'image des Allemands et sur le son. Bon, ça c'est une première chose qui est importante pour le film parce que ça dessine le cadre du film. Ensuite, il y a le roman, bien sûr, mais le roman pouvait être traité de toutes les manières qu'on voulait, puisque le grand succès d'Universal, donc bien avant, qui a fait d'Universal un grand studio, avant que Sirk s'y retrouve pour tourner ses 21 derniers films, c'était À l'Ouest rien de nouveau, tiré du premier grand roman du même Erich Maria Remarque. Donc dans À l'Ouest rien de nouveau, qui est un beau film d'ailleurs, on voit, il n'y a aucun aspect, aucune caractéristique de nation contre nation. Le héros est un héros américain. On sait qu'il est en Allemagne, mais c'est quelque chose qui est admis comme ça. On ne se met pas à la place des Allemands, on se met à la place d'un héros. Alors que là, on est dans une situation où on va se poser la question, nous sommes des Allemands. Alors bon, il importe aussi de préciser que le film, l'histoire d'amour est insérée entre un prologue et un épilogue qui se passe au front. Et au front, il se passe ce qui se passe essentiellement au front, c'est-à-dire les soldats marchent, sont fatigués, se reposent un petit peu, remarchent, fusillent, repartent, prennent des bombes, certains sont tués, certains survivent, etc. Donc c'est bon, alors le suicide est un cas particulier. Donc il y a quelque chose la guerre est quelque chose de très très ennuyeux, de moche. Il y a absolument aucune sorte de gloire. Et si Godard a fait cette critique magnifique, c'est parce qu'il préparait ses propres films aussi. Les critiques de Godard, les meilleures critiques de Godard vers ces années-là, sont des critiques un peu de mimétisme avec le film vu, comme Amère Victoire de Nicolas Ray et ce film-ci. Et ensuite, on retrouve Le temps d'aimer et le temps de mourir dans un film de Godard, dans un des premiers et un des plus radicaux films de Godard, qui est tout simplement Les Carabiniers. On voit qu'il est un film qui tue complètement l'idée du moindre glamour de la guerre. Si la guerre a un glamour, c'est par les cartes postales. Donc voilà. Les Carabiniers est un film très très intéressant à revoir du point de vue de la vision de Godard sur le temps d'aimer et le temps de mourir, du point de vue de ses critiques. Et vice-versa, on peut aussi se demander comment un film aussi classique d'intention et dont le récit est un récit très classique, linéaire, a pu déboucher sur un film aussi radicalement antispectaculaire que le sont Les Carabiniers. Voilà, donc là, ça pose pas mal de questions sur comment un type de cinéma, dit cinéma classique, qui est celui de Sirk, peut déboucher sur un autre cinéma dont on a dit le cinéma moderne, ou bien, comme disait Langlois, il y a le cinéma avant Godard et le cinéma après Godard. Une dernière question sur le temps d'aimer et le temps de mourir, très brève, mais l'impression qu'on a quand on voit ce film, c'est que peut-être jamais plus que dans ce film coexistent deux scènes. Bon, c'est le cas également dans la 9e symphonie, au début de la 9e symphonie, où il coexiste deux scènes, mais dans Sirk, on a toujours cette impression qu'il y a une scène de souffrance et une scène de bonheur relatif ou éphémère, avec cette chose-là. Et là, bon, il y a évidemment le front et Berlin et cette histoire d'amour entre Liselotte Pulver et John Gavin. Mais tout est beaucoup plus intense et les scènes comme les scènes comiques que vous signaliez tout à l'heure, ou encore cette scène merveilleuse du restaurant où ils ont à peine le temps de boire du champagne, ou dans la cave quand tout se détruit, il y a une force comique
vis comica dans ce film, qui est d'autant plus forte et belle que ce film est désespéré, notamment sur sa fin. Il y a quelque chose de vraiment tragique plus que mélodramatique dans ce film. Oui, c'est un film qui est désespéré. C'est un film qui est à la fois très, très désespéré et qui montre le bonheur comme Sirk l'a rarement montré, comme on l'a rarement montré au cinéma, en effet. En particulier dans cette fameuse scène au bord de la rivière, avec ce mouvement que Godard a magnifiquement repéré, où Liselotte Pulver passe sous une barrière avec un petit tour de rein, en avançant. Et cette scène est non seulement... Il y a ça qui est une image de bonheur exceptionnelle, comme il y en a dans très très peu de films de Sirk, parfois dans des flashbacks, mais très très rarement dans ces films. Et cette scène qui montre en même temps à quel point la vie est scindée, où tout à coup on arrive à un arbre, et cet arbre est un arbre qui a été brûlé par un bombardement, et donc il est carbonisé d'un côté, mais de l'autre côté, la chaleur la chaleur de l'incendie ou de la bombe a été telle que l'arbre est en fleurs. Donc on a ce côté scindé qui est évidemment très très... qui est une caractéristique ou un des points forts ou un des points à relever dans le cinéma de Sirk, d'autant plus que celui-là n'est pas un film choral, c'est un des rares films de Sirk où on suit un personnage, tous les autres personnages se définissent par rapport à lui, il est pratiquement à l'écran d'un bout à l'autre du film, ce qui n'est pas tout à fait la manière de faire, c'est même... Je me suis un peu posé des questions là-dessus. Bon, je dirais quand même autre chose, parce que c'est un film où il n'est pas question de Hitler, où il n'est pas question de politique, c'est la guerre qui est horrible, et il y a quelques scènes, malgré tout, où on voit non pas à quel point le régime nazi est mauvais, etc., mais on voit les réactions de deux types d'hommes. Bon, il y a d'une part le personnage joué par Erich Maria Remarque lui-même, qui tire une leçon morale, qui dit à peu près ce qui nous reste c'est Dieu, qui est bon, sans doute quelque chose que Sirk pouvait admettre et qui n'était pas l'essentiel pour lui, mais l'homme qu'il protège est un juif en fuite totalement hors la loi, et c'est lui qui tire en quelque sorte la leçon du film pour Sirk lui-même, c'est-à-dire pour survivre, il faut être en fuite, il faut être hors la loi. Donc on a à la fois le point de vue de Remarque, qui n'est pas un point de vue nié par Sirk, mais qui est relativisé par la présence de ce personnage fugitif, qui je crois s'appelle Joseph d'ailleurs, joué par un acteur allemand assez connu déjà au cinéma qui s'appelait Charles Regnier, qui s'est retrouvé avec Klaus Kinski dans pas mal de films d'horreur. Et par ailleurs, il y a le vieil ami d'école de John Gavin qui, lui, a fait fortune. Et là, il y a quelque chose de très intéressant et qui vient de l'expérience directe de Sirk, c'est-à-dire qu'avec cet ami qui est riche, qui expose, enfin qui est un personnage un peu à la Göring, qui expose des œuvres d'art chez lui, qui reçoit des femmes, qui fait des orgies chez lui, qui reçoit des tortionnaires ivres morts, celui joué par Kurt Meisel, parle très très franchement avec John Gavin. Et à partir du moment, donc on peut aller très très loin avec les anciens camarades de classe, par exemple, qui eux sont passés de l'autre côté, et tout à coup il y a un moment où Gavin dit quelque chose d'un petit peu plus précis, et l'autre lui dit, là, je ne t'entends pas, je suis trop saoul pour t'entendre, je ne sais pas ce que tu dis là. Bon, ça c'est visiblement quelque chose, Sirk qui a fait allusion, sans parler de cinéma dans quelques entretiens, mais il y a visiblement un souvenir assez frappant de la manière dont se passait la vie sous le Troisième Reich. Bon, et puis finalement, il faut parler de l'aspect, je ne sais pas, ou bien vous avez peut-être l'intention d'en parler de votre côté, l'aspect autobiographique du film. Bon, simplement, une des raisons, ou en tout cas un des facteurs qui a influencé ce film, c'est le fait que Sirk avait un fils d'une première femme, dont il a divorcé très vite, un fils né en 25. Il a divorcé très vite de sa femme, il a épousé une autre qui était comédienne, il a épousé une autre comédienne qui était juive, et ça a été l'amour de sa vie. Ils sont restés ensemble jusqu'à leur mort, jusqu'à la mort de Sirk. Et il a été harcelé donc à partir
de la montée du nazisme pour ce mariage avec une femme juive, à partir du moment où le pouvoir était là, le pouvoir nazi était là, les pressions se sont exercées sur lui pour qu'il divorce de sa femme, ce qui a été un cas général en Allemagne dans la culture. Un très grand nombre d'hommes de spectacle étaient mariés à des femmes juives et les pressions sont exercées sur eux pour les amener à divorcer. Le résultat était en général qu'ils acceptaient les divorces, y compris les plus grandes stars du cinéma allemand. Un ou deux se sont suicidés, d'autres ont émigré, ce qui a été le cas de Sirk, des émigrés tardifs, ceux qui n'étaient pas partis encore en 1933. Ce qui veut dire que Sirk a fait du cinéma, le cinéma était moins infesté par les nazis que le théâtre. Sirk a fait du cinéma pour protéger sa femme, d'une certaine manière. Et plus il avait de succès, plus il devenait un homme public, et plus les pressions s'exerçaient sur lui pour l'amener à divorcer. S'il avait été un metteur en scène obscur, les choses se seraient passées probablement plus simplement, ou ça serait arrivé plus tard, ça n'aurait pas été... Bon, donc il a eu cette situation où il a voulu protéger sa femme en devenant un homme de cinéma à succès, et c'est ce succès même qui l'a obligé à divorcer. L'autre point, c'est que sa première femme, qui est devenue nazie, a obtenu une injonction lui interdisant complètement de voir son fils, qui est devenu, dont elle a fait en plus, c'était une mère de scène, comme on dit, elle en a fait un acteur enfant, et une sorte de vedette enfant du cinéma nazi au milieu des années 30 et jusqu'à 41. Donc il est devenu, c'était un acteur de second plan assez connu, jusqu'à finalement jouer dans un film historique de Veit Harlan, où il jouait le fils du grand roi, le fils de Frédéric II, etc. Et donc ce jeune acteur, Sirk a décidé de partir aussi à un moment où il s'est aperçu qu'il ne pourrait plus jamais le voir. Il tournait sur des plateaux voisins et on l'empêchait de passer sur le plateau où son fils tournait. Donc ça a été un des motifs qui ont accéléré sa décision de choisir l'exil, de choisir la fuite. Bon, et donc le jeune homme qui arrivait à 18 ans quand il a tourné dans son dernier film, qui était un film de propagande nazi où il jouait un jeune hitlérien, mais qui était un film à grand succès. Donc il était sur le point de devenir une grande vedette. Il a été envoyé sur le front russe, ce qui veut dire que l'hostilité de Goebbels l'a condamné à mort. Envoyer quelqu'un sur le front russe, surtout quelqu'un qui était une sorte de vedette grandissante, veut dire que c'est l'hostilité de Goebbels qui l'a amené à ça, et où il a été tué. Et ce que Sirk n'a su qu'en 1949, quand il est revenu pour la première fois en Allemagne. Et évidemment, sans vouloir chercher un film autobiographique dans Le temps d'aimer, le temps de mourir, il est clair qu'il y a une dimension autobiographique dans le personnage de John Gavin et dans la mort de John Gavin dans une guerre dont il ne veut pas, et tué par des gens contre lesquels il n'a aucune hostilité, qui refusent même de tuer. Le surréaliste Pierre Reverdy affirmait que plus les rapports de deux réalités que l'on souhaiterait rapprocher étaient lointaines et justes, plus l'image qui en découlerait serait forte, plus elle aurait de puissance émotive et de réalité poétique. Tu y reviendras, je crois, Ismaël, mais c'est une affirmation qui sera reprise ensuite par Jean-Luc Godard dans son autoportrait de décembre, JLG par JLG, et qui semble éclairer parfaitement le film de Douglas Sirk qui nous intéresse aujourd'hui. Si l'histoire d'amour entre Ernest et Elisabeth nous semble si belle, si juste et si émouvante, c'est bien parce qu'elle souffre, ou bénéficie peut-être, des conditions de son épanouissement. Les deux amants s'aiment et se découvrent dans un Berlin en ruine et doivent se cacher des bombes, tout en comptant les jours avant leur séparation.
Dès lors, leur histoire d'amour jouit d'un étrange pouvoir et ils réalisent tous deux qu'ils ont presque le devoir d'être heureux puisque le monde autour d'eux semble s'écrouler. Ce qui fera d'ailleurs dire à Sirk que le vrai bonheur ne dure jamais. Selon toi, Ismaël, est-ce que la magie du film réside dans cette dichotomie si forte ? Oui, disons que dans ce film, elle est particulièrement dramatique, quoi. C'est presque, comment dire, un déchirement. Mais dans beaucoup de films, je parlais tout à l'heure, pour parler de la première partie de l'œuvre de Douglas Sirk, de la 9e symphonie, où les deux scènes, disons qu'il y a deux scènes toujours dans les films de Sirk, sont géographiquement très claires dans la 9e symphonie, c'est les États-Unis et l'Allemagne. Là, c'est dans Le temps d'aimer et le temps de mourir, le front russe, où la guerre, disons, se donne de façon, comment dire, la plus terrible qu'il soit. Et le Berlin, la capitale, où finalement Ernst, alors tu dis Ernest, je vais dire Ernst, alors je sais pas si on dit Ernest ou Ernst, mais enfin bref. Bon, je pense qu'on dit Ernst. Ernst. Je pense que tu as raison. Ernst Graber, le héros donc du film, interprété par John Gavin, se trouve. Donc le film, voilà, commence sur le front russe. Et Ernst Graber attend sa permission. Ça fait 3 ans, je crois, qu'il est sur le front. Il a été en Afrique, puis en Russie. Et il a une permission de 3 semaines qu'il l'attend. Et il attend ça avec une grande impatience. Il s'imagine que le pays, donc la métropole, a été préservé et qu'il va pouvoir retrouver son enfance, finalement, le temps d'avant la guerre. Donc il en sera question de ces périodes-là, 1937-1938, à chaque fois qu'ils boiront des verres de vin, ils regarderont la date du millésime et ça les ramènera, notamment Ernst, à cette période un peu d'avant-guerre qu'il fantasmait sur le front. Mais en fait, quand il va arriver à Berlin, il va s'apercevoir que la deuxième scène, finalement, a contaminé la première scène. Et qu'il va avoir une sorte de rapport un peu dialectique entre les deux. Les deux scènes vont se contaminer. Et oui, il y a toujours ce rapport, bon d'abord dans le titre même, on en reparlera peut-être, Le temps d'aimer, le temps de mourir, mais chez Douglas Sirk, il y a voilà la vie et le mirage de la vie. La vie et son imitation, mais il y a aussi le réel et les désirs, la joie et la peine évidemment, mais qui se mêlent de façon finalement presque spéculaire, parce qu'il y aura beaucoup de scènes dans le film où on verra quelqu'un pleurer, dire que non, en fait, on voit un moment le personnage interprété par Lilo Pulver pleurer et dire mais non, mais en fait je suis heureuse, ou le personnage d'Ernst sourire et dire mais non, mais en fait je hurle, mais vous m'entendez pas. Donc il y a toujours cette contamination des deux scènes qui finalement opère à la fois comme un réconfort, bref, et en même temps un déchirement terrible, parce que ces deux scènes sont irréconciliables. Donc oui, effectivement, cette dichotomie, elle est presque, je dirais, fondatrice, hein, enfin elle est essentielle dans le cinéma de Douglas Sirk. Oui, puis en plus, il y a la question du temps qui est intéressante, c'est-à-dire que les deux amants, les deux amoureux doivent s'aimer fort, doivent s'aimer vite, parce que le temps est compté, que la permission de Ernst ne durera que 3 semaines. On le voit d'ailleurs, il y a des scènes cocasses et de comédie dans ce film qui se passent beaucoup à l'infirmerie des soldats allemands que Ernst a rejoint pendant sa permission, et l'un des soldats, le plus bout en train d'entre eux, dira écoute, tu as 3 semaines pour en profiter, il te reste 3 semaines à vivre, parce que repartir sur le front russe c'est presque une condamnation à mort, et il sait qu'il va à l'abattoir en repartant, et il ne peut pas faire autrement que d'y retourner, puisque sa famille serait condamnée s'il choisissait de déserter et de rester auprès du personnage de Lilo Pulver. Et le personnage du soldat, son ami, va lui dire il te reste 3 semaines, tu en as déjà gaspillé 3 à rechercher tes parents, qui était la mission que s'était donnée le personnage de John Gavin en arrivant à Berlin.
tu as perdu 3 jours, c'est 10 ans de ta vie. Donc maintenant, fais quelque chose de ta vie, tu dois en profiter et en profiter au maximum. Oui, cette scène avec Rother, donc le personnage de Rother qui est interprété par un acteur américain, Keenan Wynn. Ouais, Keenan Wynn. Ouais, qui est génial, Exact. qui est un des personnages secondaires les plus truculents et les plus, intéressants du film, mais il y en a beaucoup. Oui, effectivement, cette question de temps. D'abord, je vais revenir sur le générique, qui est très fort, parce que c'est une branche d'un arbre en fleurs au printemps, puis arrive l'été, puis l'automne, il pleut, les fleurs commencent à tomber, puis il neige et c'est l'hiver. Et en quelques secondes, la musique de Miklos Rozsa elle-même mélange une introduction, disons, une ouverture très dramatique, un peu violente, qui évoque la guerre, et puis tout à coup, une musique plus romantique qui vient finalement contraster avec l'ouverture. Cette façon de condenser le temps d'une vie dans un générique montre à la fois cette intensité et cette brièveté. Voilà, c'est un film qui est à la fois intense et bref, comme tous les films finalement, même si un film dure 3 heures, il est bref, puisque il a un début et une fin, et c'est ça le cinéma, c'est du temps, c'est une tranche de temps. Et là, Douglas Sirk, on a l'impression qu'il a mis dans cette tranche de temps, je sais pas, le film doit durer à peu près 2 heures, il a voulu mettre vraiment toute une vie, même plusieurs vies, dont en partie la sienne, on y reviendra. Mais le film lui-même se donne ce gage-là de nous faire ressentir la vie intense. Donc il y a cette idée d'intensité de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, finalement, dès que la joie arrive dans ce couple, puisque Ernst et... comment s'appelle-t-elle, Lilo, mince, j'ai oublié... Elisabeth Cruz. Elisabeth Cruz, oui, c'est la fille du docteur Cruz. Dès qu'Elisabeth et Ernst atteignent le bonheur, on entend le bruit d'une sirène, et c'est l'alerte, et ils doivent se retrouver dans une cave. Et en fait, ils ont, c'est pas qu'ils ont pas une minute à eux, c'est qu'ils ont que des petites minutes à eux. Et tout se précipite. Cela donne à chaque moment un caractère extrêmement précieux. Et dès qu'il y a la moindre once de bonheur, on se réjouit pour eux, parce qu'on sait que les choses, c'est la guerre, et on se dit, bon, Douglas Sirk va à un moment peut-être édulcorer les choses, mais non, la guerre vient imperturbable, comme le temps, finalement, le malheur arrive presque comme le temps, imperturbable, et sa marche est inéluctable, quoi, d'une certaine façon. C'est que Douglas Sirk ne biaise pas. Il met à un point d'égalité l'amour et la mort, comme dans le titre. Et donc, il n'est pas question de mettre l'amour au-dessus de la mort ou la mort au-dessus de l'amour. Il y a cette sorte de combat, cette coexistence qui donne une intensité très forte au film. Oui, ce qui est intéressant, c'est que les deux scènes, comme tu dis, se contaminent l'une et l'autre. Leur bonheur serait peut-être moindre si il n'y avait pas le malheur tout autour. Et à l'inverse, quand il arrive un malheur, la perte par exemple des parents pour le personnage de Ernst, en tout cas il ne sait pas où ils sont, c'est dans la recherche de ses parents qu'il va le trouver, le bonheur. C'est dans le malheur et la peine qu'il trouve le bonheur, à savoir la rencontre de Lilo Pulver. Quand ils se retrouvent sous les bombes, à un moment donné, il y a une scène génialissime, on y reviendra sans doute, où ils sont au restaurant, on leur demande d'aller se cacher dans les sous-sols, une scène terrible se passe, ils sont bombardés. Et ben il va ramener 2-3 bouteilles, il va chaparder 3 bouteilles du restaurant, des meilleurs millésimes, pour profiter ensuite. Et ce qui est très intéressant dans le film de Douglas Sirk, c'est justement comment il y a un effet de vase communicant entre ces deux scènes-là. Jean-Luc Godard commence sa critique qui est très célèbre sur ce film en disant qu'il adore les autruches puisque ce sont des gens réalistes, les autruches pardon, qui ne croient que ce qu'elles voient. Quand tout va mal et que le monde devient trop laid, elles n'ont qu'à fermer très fort les yeux pour que l'univers extérieur soit purement et simplement anéanti, comme le prince par la tendresse de la petite blanchisseuse dans la chanson de Renoir. Et
Et donc là, il va nous montrer une chose, c'est-à-dire que les autruches se cachent et eux vont se cacher pour s'aimer. Mais malgré le fait qu'ils se cachent, on se rend bien compte que de toute façon, leur amour est amené à être contaminé ou valorisé par la guerre. C'est-à-dire que oui, alors présenté comme tu le fais, on pourrait croire qu'il y a parce que alors justement, c'est un équilibre parce que il pourrait avoir aussi et c'est vrai que t'as raison de le dire, hein, parce que dans cette scène merveilleuse du restaurant où donc à peine ont-ils le temps de Ernst reprend les manières de Rother, qui est une sorte d'aristocrate d'avant-guerre, bon vivant, qui lui dit exactement comment se comporter dans un grand restaurant, puisqu'il y a une sorte de restaurant clandestin pour les officiers. Oui, il reste quelques notes de luxe de l'ancien monde, de la vieille Europe, dans ce Berlin dévasté. Il reste encore quelque chose, oui, de la belle époque. Et comment dire, Ernst joue à être cet officier aristocrate, et puis Elisabeth le suit. Elle a pas l'habitude de boire, mais elle va quand même boire un verre. Elle dit mais je vais me retrouver sous la table. Il trinque. Elle lui dit rendez-vous sous la table, et à peine ont-ils bu que qui doivent quitter le restaurant pour aller dans cette cave. L'orchestre suit, on voit que les habitués de ce restaurant clandestin descendent dans la cave, et on voit qu'ils ont l'habitude de ces alertes. Donc la cave, c'est presque comme une cave à Saint-Germain-des-Prés, quoi. Déjà tout le groupe continue à jouer, et puis là il y a une chanteuse qui se met à jouer, les bombardements arrivent, tout tombe, tout s'écroule, et là il y a une sorte de moment presque à la fois, c'est un moment dingue, en fait, c'est une scène dingue, parce que c'est à la fois un moment terrible, où on se dit que oui, il y a une femme qui prend feu, par exemple, un moment en s'évadant, donc il y a des véritables drames, la mort est là, et en même temps, c'est le comble de la joie. Et même, il y a la chanteuse qui dit « Profitez de la guerre, la paix sera horrible ». C'est dingue. C'est-à-dire que c'est un moment de jouissance, quoi. Ce moment un peu comme dit Georges Bataille, quoi. Cette expérience un peu des limites, quoi. Je sais plus ce que c'est le sexe et l'approbation de la vie jusque dans la mort. C'est la phrase de Bataille. Bon, il y a un peu de ça dans cette scène quand même, hein. L'approbation de la vie jusque dans la mort. Mais cependant, Douglas Sirk, bon, à l'exception de cette scène un peu dingue, mais qui reste quand même bon enfant du point de vue de Ernst et Elisabeth, hein. Faut quand même dire que eux ne tombent pas dans une décadence sexuelle, c'est-à-dire que Douglas Sirk garde un équilibre, encore une fois. Il ne romantise pas non plus la guerre pour en faire une sorte d'excitant tonique et presque comme une drogue qui nous ferait vivre intensément. C'est pas ça son propos. Son propos, c'est plutôt de montrer, comment dire, que il y a effectivement un rapport dialectique entre les deux, mais sans jamais choisir. C'est-à-dire qu'il laisse toujours, et ça Douglas Sirk a toujours été attentif à ça, il laisse le spectateur dans l'expectative. Et il ne cherche pas à faire un film à message en disant ou à provoquer par le discours idéologique, mais il laisse les choses se produire, et dans ce déchirement laisse l'affection du spectateur avoir lieu. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons le chemin. Il fait pas le chemin pour nous. Je suis peut-être un peu vague, mais je vais prendre un exemple un peu simple. C'est-à-dire que bon, bien sûr, il y a cette scène du restaurant et de la cave, mais parallèlement, on voit que quand même la guerre détruit le moral des gens. Et notamment d'Ernst, hein, une sorte de travail de sape, parce que en fait la guerre elle est montrée beaucoup comme quelque chose qui se répète. On voit les plans au départ en Russie, c'est de la neige avec un ciel gris, puis c'est toujours la même chose, les alertes c'est toujours la même chose, les bombardements c'est toujours la même chose. Il y a une sorte de fatigue, toujours la Gestapo qui vient nous contrôler. Il y a une répétition perpétuelle de ces choses, hein, qui font que à la fin il y a aussi un travail de sape, quoi, de la guerre, hein. Elle n'est pas que
montrée comme quelque chose d'excitant. Elle est aussi montrée comme quelque chose d'extrêmement pesant et donc le film de Douglas Sirk est vraiment très complexe, hein, très très riche quoi. Des larmes et de la vitesse, c'est le titre de la critique de Jean-Luc Godard sur le film Le temps d'aimer et le temps de mourir. Et en conclusion de cet article, je vais donc citer Jean-Luc Godard. Conclusion, ceux qui n'ont pas vu ou aimé Liselotte Pulvère courir sur la berge de je ne sais plus quel Rhin ou Danube, se baisser brusquement pour passer sous une barrière, puis se redresser, hop, d'un coup de rein. Ceux qui n'ont pas vu à ce moment la grosse Mitchell de Douglas Sirk se baisser en même temps, puis hop, se redresser du même et souple mouvement de jarret, eh bien ceux-là n'ont rien vu, ou alors ils ne savent pas ce qui est beau. Qu'as-tu à dire, Ismaël ? C'est super, enfin je suis très content que tu le lises, en plus tu dis très bien cette phrase, ça donne un avant-goût du texte de Godard qui est écrit de façon très belle, très virevoltante, très drôle. Et là, par exemple, quand tu le lisais, j'avais oublié la grosse Mitchell de Douglas Sirk, donc c'est sa caméra, mais ça me fait penser à la mère Mitchell, quoi, la mère Mitchell. C'est la mère Mitchell. Donc, enfin bref, c'est des jeux de mots godardiens, mais qui sont drôles. À un moment, même on disait, il paraît, alors je sais plus qui c'est qui disait ça, mais que Godard aimait beaucoup Liselotte Pulvère, et il l'appelait, alors c'est pas dans le texte, mais ôte ton pull au vert. Enfin, c'est tous ces jeux de mots un peu drôles et graveleux, un peu adolescents, qui sont très chouettes dans le texte de Godard. Ce texte, et d'ailleurs, Agent Chist le dit, il parle de Douglas Sirk, bien sûr, mais il parle déjà du cinéma à venir de Godard. Et finalement, ce texte est déjà du cinéma de Godard. Et ça, c'est très très fort quand on le dit. Bon, on sait que la scène de l'exécution de la jeune Russe au début du film, qui dégoûtera un peu plus Ernst du métier de soldat, est reprise dans Les Carabiniers de Godard. Mais dans ce texte de Sirk, où il est question de cinémascope, de couleurs, on voit de mélodrames, des Amants de la nuit de Nicolas Ray. À un moment, il cite Aucassin et Nicolette, donc des héros comme Tristan et Iseult, d'un roman courtois du Moyen-Âge. Mais Aucassin et Nicolette, c'est cité, ça sera cité plus tard dans Pierrot le Fou. Et effectivement, voilà, Pierrot le Fou, il faut voir dans les couleurs de Pierrot le Fou, à la fois moderne et médiéval finalement, comme ces enluminures, quelque chose qui reprend de Sirk également. Et Pierrot le Fou, c'est aussi un film policier, mais c'est aussi évidemment un mélodrame. Donc on apprend beaucoup sur le cinéma de Godard en lisant cette vitesse, évidemment, cette vitesse dans le montage qu'il voit chez Douglas Sirk, il la réinventera lui-même. Donc ça, c'est important de le dire. Voilà. Dans cet article aussi, Jean-Luc Godard salue l'audace des producteurs et de Douglas Sirk d'avoir pour le choix du titre, puisque on l'a dit, le film est adapté d'un roman de Éric Maria Remarque qui s'appelait Le temps de vivre et le temps de mourir, et les producteurs ont fait le choix du coup, et c'est difficile d'ailleurs de ne pas faire de lapsus où on a tendance à mélanger un peu les titres, mais les producteurs à Douglas Sirk ont choisi d'appeler le film Le temps d'aimer et le temps de mourir. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que Éric Romer en fera lui dans une autre critique parue dans la revue Art en 59 également. Lui trouvera que ce changement de titre était absolument
absolument non avenu. Je le cite, il dit qu'importe si le titre de ce film est une traduction très cavalière du roman Un temps pour vivre, un temps pour mourir, des titres, les cinéastes, on le sait, ne sont pas responsables. Donc là, il y a eu un petit désaccord entre deux très grands réalisateurs du cinéma français à propos de ce très grand film de Douglas Sirk. Je crois d'ailleurs que Godard a remporté la partie puisque Douglas Sirk était très content que Godard ait souligné ce changement de titre. Oui, les titres sont très importants. Là, c'est une erreur de Romer, puisque Bernard Jenkins me disait lui-même que les titres étaient quelque chose de très important pour Douglas Sirk, et ils sont toujours très... Pour Douglas Sirk disait que le titre d'un film est comme le prologue d'un drame. Voilà, quoi. c'est ça. Donc il y prêtait une attention très forte. Ils sont très très beaux, souvent. Enfin, je veux dire, Imitation of Life, c'est un titre magnifique, tout ce que le ciel permet, enfin bref, je vais pas tous les... le secret magnifique, je vais pas tous les redire, mais il y a souvent des très très beaux titres chez Douglas Sirk. Bon, ce titre-là est superbe parce que d'abord, il y a cette dichotomie dont on parlait au départ, c'est-à-dire le temps d'aimer et le temps de vivre. Et il a fallu d'ailleurs qu'il se batte, Douglas Sirk, pour obtenir ce titre, parce que à Hollywood, ils avaient les producteurs qui sont parfois plongés dans leurs chiffres plus que dans l'amour de l'art et des œuvres, avaient remarqué que tous les films avec amour ou love dans le titre ne fonctionnaient pas. Donc il avait eu une fin de non-recevoir au tout début. Ouais, il a eu raison d'insister. Alors c'est vrai que le film, et là les producteurs ont un peu raison, c'est un film piégeux parce que on est toujours en train de se tromper. Moi-même quand j'en parle, je dis toujours le temps de vivre, le temps de mourir. D'abord parce que bon, ce titre lui-même d'Erich Maria Remarque est inspiré de l'Ecclésiaste, bien sûr, qui est un livre de l'Ancien Testament, où il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Enfin, tout le monde connaît l'Ecclésiaste. Donc, sur le générique que j'ai revu ce matin sur mon DVD, il est noté inspiré du livre d'Erich Maria Remarque, A Time to Love and A Time to Die. Donc en fait il y a l'erreur sur le générique même, qu'on revoit d'ailleurs sur le site de la Cinémathèque. Donc dans le générique même il est marqué que le roman d'Erich Maria Remarque c'est A Time to Love. J'ai la photo sur mon portable parce que je l'ai pris parce que j'arrivais pas. C'est le film. On la postera sur les réseaux sociaux si jamais. Non, si mais des gens c'est le titre même parce que ça c'est génial. On pourrait en parler des heures. C'est-à-dire que le titre même, à l'intérieur du titre, il y a cette brisure qui nous fait faire lapsus à chaque fois. C'est un titre qui tourne en rond et puis à chaque fois on sait jamais, on a ce gouffre comme quand on ouvre un livre, tu sais, il y a la tranche entre les deux pages. C'est un peu pareil et on tombe toujours dans ce gouffre qui sépare les deux pages, les deux trucs du titre. Et c'est pour ça que ce titre est génial aussi. C'est parce que on s'en mêle les pinceaux à chaque fois. On tourne en rond, comme les acteurs eux-mêmes, comme les personnages eux-mêmes sont perdus entre l'amour et la guerre. Et d'autant plus que, alors je me suis dit, mais mince, quand j'ai vu le générique, j'ai dit, mais attends, en fait, on se trompe tous, le titre du livre, c'est bien, le titre du livre de Remarque, que j'ai pas lu par ailleurs, c'est bien le temps d'aimer et le temps de mourir. Donc je suis allé voir, et en fait, le titre du livre, c'est, alors en allemand, c'est, pour vivre, c'est Leben. Mais le Leben, c'est très proche de Lieben. Lieben. Il y a juste une lettre, il y a le I entre le E et le L. Et Lieben, ça veut dire aimer. Et en allemand, Leben, ça veut dire vivre. Donc c'est juste un petit I, en fait, qui sépare les deux mots et les deux titres. Mais effectivement, le titre du livre de Remarque, c'est Leben. Donc c'est vivre, c'est pas aimer. Mais en fait, en allemand, le changement est presque infime à cause de la proximité entre le verbe aimer et le verbe vivre en allemand. Bon, enfin bref, mais tout ça pour dire que, toute cette histoire de titre est très importante quand même, mine de rien. Elle dit finalement
finalement ces deux parties, ces deux scènes qu'il y a toujours chez Douglas Sirk, et comment passer de l'une à l'autre peut être fatal. Bernard Eisenschitz nous l'a brièvement évoqué. Le film de Douglas Sirk permet un retour de son réalisateur dans son pays d'origine, et il a cela de spécial qu'il met en scène un personnage qui pourrait être son fils, un fils dont il a été privé très tôt, issu d'un premier mariage avec l'actrice Lydia Brinken, qui deviendra après leur séparation une fervente du parti nazi. On peut voir dans cette adaptation d'Henrik Maria Remarque la volonté du réalisateur de se confronter par la fiction aux derniers jours de son fils lui-même disparu sur le front russe, et c'est aussi l'occasion pour Douglas Sirk d'apporter un regard nuancé sur ses concitoyens. Ainsi, dans le film, tous les Allemands ne sont pas nazis, et nombreux sont ceux qui subissent leurs lois. Peu de fiction, finalement, donne à voir des soldats allemands doutant ou n'étant pas de délirants fascistes. On peut penser dans un tout autre registre à Croix de fer de Peckinpah, par exemple. En tout cas, Sirk montre une population divisée sur son attachement au régime. Oui, enfin, on peut même dire que Douglas Sirk, bon, c'est vrai, on voit peu de croix gammées, on parle peu d'Hitler, on en parle un moment quand il y a la scène avec l'officier SS qui aurait fait pleurer Hitler par sa virtuosité au piano. Mais en fait, oui, Douglas Sirk ne met pas l'accent sur le régime nazi, bien qu'il soit là dans le fond. Il y a toujours un personnage dans la scène qui est collaborateur du régime nazi, que ça soit Madame Lieser, celle qui vit dans le même bâtiment qu'Elisabeth, et qui est une sorte de concierge, il y a aussi un de ces personnages malfaisants sur le front. Il y a Klaus Kinski qu'on voit un peu apparaître en SS, des bureaux plus ou moins malfaisants également, mais la volonté quand même de Douglas Sirk en 1958 est de montrer que tout le peuple allemand n'était pas dans cette disposition d'esprit, sans pour autant l'exonérer de sa responsabilité. Donc il y a toute une réflexion de la responsabilité de tout le peuple. Donc il y a toute une réflexion dans le film sur la responsabilité du peuple allemand, et même qui est portée par Ernst, qui dit jusqu'à quand on peut obéir sans devenir responsable de ses actes. Et finalement on peut dire que le film c'est aussi cette histoire-là de quelqu'un qui au départ fusille les Russes sans en avoir le goût, sans être sadique, mais en obéissant, et qui, en voyant que cette guerre détruit tout, et l'empêche de vivre, détruit sa famille, l'empêche de devenir d'avoir une histoire d'amour, enfin, en voyant que cette guerre est néfaste, à la fin, décide de même plus obéir. Donc, il y a une prise de conscience dramaturgique dans le film. Alors, on ne sait pas si c'est une prise de conscience politique, donc encore une fois, Douglas Sirk laisse les choses ouvertes, ou si c'est aussi une sorte de dépit. On ne sait pas si Ernst, finalement, retourne au front et finalement, il y a quelque chose presque d'une fin par dépit, ou si c'est une volonté de ne plus obéir, tout simplement. Enfin bref, il y a une réflexion, c'est Sirk, sur le citoyen allemand normal, disons, et quelle a été sa position. C'est vrai que dans les années à l'arrivée des nazis au pouvoir, presque l'intégralité du peuple allemand était derrière eux, donc la question de la responsabilité du peuple allemand doit être posée. Elle l'est posée. Alors pour Henrik Maria Remarque, qui joue dans le film le professeur Paul Mann,
Bon, Éric Maria Remarque était un pacifiste. Il avait écrit À l'Ouest, rien de nouveau, qui avait été adapté en film aussi, sur la Première Guerre mondiale. Il a été déchu de la nationalité allemande, il est devenu américain. Mais le film n'est pas pacifiste. Douglas Sirk met un point d'honneur à pas faire un film, encore une fois, idéologique. Il est ouvert, encore une fois. Il nous laisse au cœur de cette déchirure et de cette question posée par Ernst. Cette question tragique, en fait. Donc il faut plus réfléchir au film comme une tragédie où tous les éléments de la question sont posés, mais il n'y a pas de réponse. Il y a quand même le parcours de Ernst. On dit que l'amour rend aveugle. J'ai l'impression que là, son amour lui ouvre les yeux. C'est en tombant amoureux d'Elisabeth qui va se rendre compte de la situation, puisque Elisabeth a son père qui a été enlevé par les SS. On n'a pas parlé de ce personnage qui est quand même important aussi, l'ami d'enfance de Ernst, qui est devenu nazi, lui, par intérêt. Par presque lâcheté. Donc on a quand même des personnages très forts qui sont cyniques. Les nazis sont quand même montrés comme de grands cyniques. Par contre, ils ne sont pas montrés comme des gens qui auraient des convictions, quoi. On est là vraiment soit parce qu'on est sadique, soit parce qu'on est cynique. Il y a quand même cette volonté chez Douglas Sirk de dépeindre des nazis au cynisme absolu. Oui, il y a une volonté de ramener finalement l'engagement politique à la qualité de chaque personne, la qualité humaine de chaque personne. Donc si c'est une personne méchante et médiocre, elle se laissera emporter par le système. Si c'est une personne noble, elle aura tendance plutôt à résister, comme Elisabeth et Ernst. C'est vrai que chacun est ramené à sa complexion, à son sui generis, et ça peut être questionné, puisqu'il y avait quand même quelque chose qui dépassait cela dans l'emprise nazie, peut-être, je sais pas, c'est une question que je pose, mais le personnage d'Oscar, à cet égard, tu as raison de le signaler, est passionnant, parce que donc c'est un ami d'enfance d'Ernst, qui lui, on le comprend, est issu d'une famille plutôt bourgeoise, parce que quand il est sur le front russe, il dit moi je vais aller retrouver mon service en porcelaine, je vais prendre un bain, enfin il se revoit revenir comme si on revenait en arrière, quoi, et il se revoit retrouver ses pénates avec sa maman qui lui prépare du thé et tout. Mais en fait, on s'aperçoit que Berlin est saccagé déjà par les bombes, et que il n'y a pas de front. Il y a même un personnage qui lui dit mais en fait le front c'est aussi ici. Tu reviens pas du front, en fait, tu y retournes, mais sous un autre angle, sous l'angle de l'amour. Donc ça va te donner une autre perspective de la guerre, mais le résultat est le même, les gens meurent et tout ça. Mais Oscar, lui, donc c'est un ami d'enfance qui est issu peut-être d'une classe plus populaire et qui profite de la guerre pour accéder à une notabilité. Il devient amateur d'art. Bernard Agenschitz le comparait au personnage de Göring en Creux, qui pillait, on le sait, les musées français, qui était une sorte de... Enfin voilà, on connaît ce personnage un peu exubérant. Et Oscar, se laisse aller à une sorte de vie décadente, sensuelle, avec des femmes, de l'alcool, des œuvres d'art, mais par revanche sociale, effectivement, puisqu'il est dit à un moment qu'il était nul à l'école et que le professeur Pullman, interprété par Remarque, l'avait exclu de l'école tellement il était nul, et qui s'est vengé auprès de Pullman. Donc il y a cette dimension de ressentiment aussi, populaire, qui est mise en avant dans le film, c'est-à-dire qu'Oscar se serait vengé auprès des élites, finalement intellectuelles. C'est un sentiment que certains historiens ou biographes ont pu retrouver chez Hitler, par exemple, ce ressentiment vis-à-vis de l'élite, des intellectuels, les artistes dégénérés, parce que il faut dire que Pullman trouve refuge de façon un peu métaphorique dans les ruines du musée d'art, donc c'est très chouette, on voit des statues. Et même Ernst à un moment dit une phrase très belle, il dit quand la maison d'Elisabeth est bombardée et détruite, il dit allons nous réfugier dans les ruines du musée d'art, ce sont des ruines élégantes.
il y a des ruines plus élégantes que d'autres. Et donc voilà. Donc le personnage du professeur Pullman, lui, représente cette Allemagne humaniste et lettrée, cette culture allemande noble qui est aussi religieuse, parce qu'il y a une dimension religieuse qui recueille justement Joseph, un clandestin juif. Au service du vrai, ça pourrait être la devise de l'équipe technique sur Le temps d'aimer et Le temps de mourir de Douglas Sirk. Jean-Luc Godard, dans sa critique, dont on a déjà bien parlé, affirmera ainsi: « Je n'ai jamais cru autant à l'Allemagne en temps de guerre qu'en voyant ce film américain tourné en temps de paix. » Ici, le film revêt donc tous les apparats du film hollywoodien: romance empêchée, ruines de studio, couleurs vives. Je crois que si c'est plus le Technicolor, mais c'est l'Eastman Color qui était le successeur du Technicolor. Et malgré cela, on ressent vraiment vivement la douleur, la douleur de la guerre qui va être imprimée sur la pellicule. Donc on est bien loin, par exemple, du néoréalisme d'Allemagne année zéro, donc avec également un Berlin en ruine, mais on va croire tout autant à ce Berlin-là, quoi. Ah ouais, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est à la fois très artificiel, comme tu le dis très bien, et en même temps vrai, réel. Il y a une grande violence quand même, comment dire, dans la représentation de la guerre. Par exemple, il y a une scène au début du film où il y a une main noire qui sort de la neige. Tu t'en souviens de cette scène incroyable quand ils sont sur le front rouge? Oui, qui est... Et là, en fait, on s'aperçoit que c'est un soldat allemand qui a été glacé par la... Tu parlais de Rossellini, mais c'est vrai qu'on pense à un voyage en Italie quand ils sont à Pompéi, là. C'est-à-dire, il a été glacé par la guerre, quoi, vitrifié. Donc, il est sous une couche de neige, il déterre. Et là, on voit son visage noir, tout noir, un peu comme ces personnages dans Twin Peaks le retour, là, qui disent God a light. Tu sais, plein de suie, là. Et il pleure, le mort pleure. Et un des soldats dit, mais en fait t'as l'impression qu'il pleure, mais c'est ses yeux qui dégèlent, ses yeux qui ont été gelés qui dégèlent. C'est des trucs, mais voilà, voilà, le film est incroyable. Oui, c'est l'artefact au service de la réalité, voilà, quelque chose de... Et le soldat est vitrifié, mais nous aussi face à ça. Et puis il y a encore ce discours où c'est l'arrivée du printemps, les arbres devraient être en fleurs, et sur le front russe, le printemps fait pousser des cadavres. C'est ça. Donc c'est la force du symbole est incroyable, comme pour cet arbre par exemple, cet arbre qui n'est pas censé pousser à cette époque, mais la chaleur des bombes va l'avoir fait fleurir. Ah oui, alors le motif végétal, le motif de l'arbre est très important chez Sirk. Bon, il y a des arbres. Bon, dans par exemple Tout ce que le ciel permet, il y a un arbre au début dans le jardin de Jane Wyman, et Rock Hudson va couper une branche. C'est l'arbre à feuilles d'or, je crois. Enfin bref, Mais là aussi, il y a une branche d'arbre. Donc c'est un arbre au bord, c'est important, au bord d'un fleuve ou au bord d'un lac, parce que bon, on va peut-être spoiler, mais c'est au bord d'un lac aussi que se terminera le film. Mais disons que la scène d'amour importante entre Elisabeth et Ernst se passe autour d'un lac ou d'un fleuve à Berlin. C'est là où Lilo Pulver se baisse un moment pour passer une barrière, et que la grosse Mitchell de Douglas Sirk la suit. Ils vont donc au bord de ce fleuve, et là il y a un arbre, et cet arbre, on est en hiver, il est moitié mort et moitié fleuri. Et donc il regarde cet arbre, et en fait Ernst comprend que bon, il y a une bombe qui est tombée à côté de l'arbre, qui a tué la moitié de l'arbre,
et qui, par la chaleur de la bombe, c'est un truc génial, a fait bourgeonner l'autre moitié. Donc la chaleur de la bombe a été interprétée par l'arbre comme la venue du printemps, quoi. Et c'est cette promesse à laquelle s'accrochent les deux amants. Eux-mêmes, il y a toute une métaphore sur la graine. Tu sais, elle fait pousser du persil parce que c'est des graines un peu sauvages qu'on trouve facilement, mais sur cette graine d'espoir, et effectivement, il y a cette... eux-mêmes auront un enfant, finalement, qui sera la promesse, eux-mêmes, en plein cœur de la guerre, s'aiment, et voilà, font un enfant, et ils sont comme cet arbre. Cet arbre-là, il les a sauvés, quoi, symbolise leur amour. On voit la dimension un peu théâtrale finalement de tout ça, et en même temps vraie. Comment dire, on sent qu'il y a une part de vérité. Je sais pas comment le dire autrement, mais très réaliste. Mais c'est vrai que c'est difficile à décrire l'atmosphère dans laquelle te plonge Douglas Sirk et cette manière qu'il a justement de nous faire croire au réel ou au vrai. En tout cas, la force des sentiments est vraiment là avec. C'est tout simplement la force de son cinéma. Hein, il y a également aussi cette manière de mélanger les tons, les tonalités, avec, on l'a dit, un acteur qui va être plutôt porté sur la comédie. Il va y insérer du drame, de la romance. On est quand même dans un film de guerre, donc finalement, on a devant les yeux 2 heures durant la complexité de la vie et puis la vie dans son ensemble. Et tu l'avais d'ailleurs dit en introduction, donc ça nous permet peut-être de boucler, mais effectivement, Douglas Sirk, ce film-là, c'est une tranche de vie, tout simplement. Oui, une tranche de vie intense. T'as raison de revenir sur les changements de registre qui en font quelque chose. C'est pas une tragicomédie dans le sens shakespearien où les choses se côtoient, mais il y a quand même cette idée de tragicomédie quand même, puisqu'il y a des moments vraiment drôles dans l'infirmerie et ailleurs. Donc oui, c'est un film extraordinaire. Je dirais peut-être pour conclure, on voit aussi le motif du miroir. On a parlé du motif des arbres, le motif végétal, mais il y a le motif du miroir qui est très important chez Douglas Sirk. Le miroir dans la chambre d'Elisabeth, le miroir d'une coiffeuse, mais qui est plutôt incliné vers le sol, comme quelque chose on peut pas se projeter. La vie intérieure, on s'aveugle encore une fois, c'est le motif de l'autruche. Et puis, quand les deux mondes se rejoignent, c'est le dernier plan magnifique de ce film-là. C'est-à-dire que, voilà, Ernst passe de l'autre côté et on n'a plus accès qu'à son reflet. Et c'est extrêmement émouvant, extrêmement beau. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ces deux mondes qui se font face, qui se regardent en chien de faïence, et le danger, c'est de passer d'un monde à l'autre. Et à la fin, voilà, Ernst passe d'un monde à l'autre, et c'est extrêmement bien mis en scène par Douglas Sirk. Voilà. Je crois qu'il est temps de quitter Douglas Sirk. Il est temps de quitter John Gavin et Lilo Pulver. On se retrouve dans une petite quinzaine de jours pour une nouvelle émission de Conversation secrète. Je le dis à chaque fois, donc je vais le redire encore une fois. Vous pouvez nous retrouver sur tous les agrégateurs de podcasts que sont Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ismaël, je t'embrasse bien fort. C'était un vrai et réel plaisir moi d'être aussi, avec toi encore pour cette nouvelle émission. On se retrouve pour parler de quoi alors? On sait pas encore trop, on va voir. C'est pour ça que j'ai éludé la question, mais tu t'as mis les pieds dans le plat. Écoute, on ne sait pas. En tout cas, très bientôt, ou peut-être est-ce déjà diffusé, on va parler de Boulique Saturne, je crois. On va parler de Saint-Omer aussi bientôt, mais dans quel ordre, on ne sait pas. Donc, super bon. Donc voilà, c'est l'indécision. À très bientôt. Merci, Ismaël. à bientôt. Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un
un jour? Qui peut dire où vont les filles du temps qui passe? Qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand va le temps des chansons se sont donnés aux garçons? Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont fait petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Il est fait de tant de croix, le temps qui passe. Il est fait de tant de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous